Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de Regard social sur Equinox Télévision. Les maladies cancéreuses semblent avoir le vent en poupe au Cameroun. Les adolescents sont désormais la cible de ces pathologies qui sont sans pitié pour la victime et même les familles qui sont appelées à dépenser beaucoup d'argent, l'argent pour la prise en charge de ces malades. Et parlant de la prise en charge, il y a la chimiothérapie. Cet acte médical qui est donc une prescription médicale justement et une prescription faite par un spécialiste de la santé. La chimiothérapie est-elle la solution définitive pour des personnes qui souffrent du cancer? C'est une question. Tout malade de cancer est-il éligible à la chimiothérapie? Toutes ces questions trouveront des éléments de réponse au cours de cette autre édition de Regard social sur Equinox. Madame, Monsieur, une fois encore, bienvenue à tous. Bonsoir. Et puisque nous parlons des cancers, sur ce plateau des cas des malades de cancer également, Wungia Madrine, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Et bienvenue, vous êtes une maman à un enfant qui souffre de cancer. Justement monsieur. Depuis plusieurs années aujourd'hui. Plusieurs années exactement. Oui, il s'agit de Merveille. Merveille Sorel. Comment est-ce qu'elle va? Pas du tout monsieur, pas du tout. Ça ne va pas. L'enfant souffre vraiment énormément. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Bon, au départ, elle avait des problèmes de dents. Et après quelques temps, on s'est dit peut-être que c'est une maladie dentaire. On s'est dirigé vers de l'hôpital. Là-bas, ils ont dit que non, l'enfant, il faut arracher la dent de l'enfant. Et ils nous demandent d'arracher la dent de l'enfant, on a arraché. Une semaine plus tard, ils ont laissé donner les médicaments. Une semaine plus tard, la bouche faisait qu'enfler. On s'est dit peut-être que c'est l'effet du médicament. Après, ça devait s'améliorer, quoi. Mais à présent, ce n'est pas le cas. Quelques temps plus tard, ça prend l'ampleur. On rentre devant encore à l'hôpital, à Bingo. Là-bas, on dit que ça peut être la tumeur. Merveille est âgée de 11 ans aujourd'hui. Oui, monsieur. Et c'est depuis 8 ans. 8 ans qu'elle souffre de ça. Qu'elle est malade. Qu'elle est malade. Et tout a commencé, elle a arrêté l'école. Elle a arrêté l'école totalement. Ouais. C'est une véritable souffrance pour elle. C'est ça, monsieur. Vous n'êtes pas seule sur ce plateau, vous êtes avec Madame Dogmo, Sylviane. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur. Vous êtes la maman de Indira, qui est déjà passée sur ce plateau. Oui, et sa situation ne change pas jusqu'ici. Elle ne change pas. Puisque moi, quand je suis arrivée à l'hôpital, on m'a fait les examens, on a constaté que c'était une tumeur de cancer et on m'a demandé de faire la chimiothérapie. Puisqu'on m'a demandé de faire 3 séances de chimiothérapie et puis après les 3 séances de chimiothérapie, on pouvait l'opérer. J'ai dit Dieu merci. Quand on a commencé, après les 3 séances de chimiothérapie, ça n'allait toujours pas. On a encore augmenté 3 séances. Ça faisait 6 séances. Donc après les 6 séances, on devait l'opérer. Puisque là où elle est, aujourd'hui, elle est déjà à 6 séances de chimiothérapie. Mais ça n'évolue pas. La situation ne change pas. À l'époque, lorsqu'elle passait, le bras n'était pas aussi volumineux comme maintenant. Et la douleur aussi, ça ne cesse pas de la menacer de temps en temps. Puisque là où elle est, il y a le moment où tu te dis que non, ça va déjà. Et après, ça change de volume. Elle n'arrive même pas à s'amuser avec ses amis. Donc elle est toujours enfermée, toujours enfermée. Des fois, tu la demandes, mais va, fais l'effort, ma fille, va aussi jouer avec tes soeurs. Je dis, maman, je ne veux pas jouer, ils vont étouffer ma main. Je veux me coucher. Je veux me coucher. Alors, lorsqu'elle passait sur ce plateau, pour la première fois, le bras n'était pas aussi costaud. Malgré les séances de chimio, ça a plutôt pris du volume. Qu'est-ce qu'on dit à l'hôpital? Puisque moi, après les 6 séances que j'ai pu la faire, on me disait qu'on devait opérer. On m'a demandé d'aller à la maison, on va seulement m'appeler pour l'opération. Et je suis en train de comprendre que non, ce n'est plus l'opération.
elle va toujours continuer avec la chimio puisque la masse est toujours grosse. Et on ne peut pas opérer sans que la masse ne diminue. Il faut la radiothérapie pour avoir opéré. Oui, alors c'est pratiquement le cas pour votre enfant qui... Puisque elle a déjà été opérée. Puisque après le cas qu'on a dépisté que c'était la tumeur, on nous a envoyé là à Bamenda pour l'opération. Elle avait là-bas, on a opéré. C'est après l'opération que ça a commencé à changer de phase. Ils ont commencé aussi avec la chimiothérapie. Mais apparemment, ça n'évolue pas. Cette chimio-là, ça fait toujours l'enfant, la face de l'enfant, tous les jours, ça fait que prendre que l'ampleur. Mais on vous a dit à l'hôpital que la chimio faisait partie du traitement? Ils ont dit que ça faisait partie du traitement. Il faut que l'enfant reçoive cette chimio pour que ça puisse améliorer. Mais par contre, ça n'a pas d'effet. Selon ce que je vois, parce que l'enfant souffre énormément. Énormément, ça n'a pas d'effet. Est-ce que vous avez respecté les séances de chimio? Si, on a respecté les séances de chimio. Mais jusqu'à là, rien. C'est gênant pour la famille. Elle pleure tous les jours. Tous les jours, je ne cesse pas de dormir. Tous les jours, elle pleure. Tous les jours que Dieu a créé. Chaque instant, il n'y a pas un temps de repos pour elle. Puisqu'ils ont besoin de calmants pour elle. Ce calmant-là, ça ne donne absolument rien. Absolument rien. Et après ça, on nous a demandé d'aller chez les Chinois ici au niveau d'Aqua. Que ça peut s'améliorer. Mais elle prend les médicaments. Jusqu'alors, l'autre côté qui voyait même un peu, ça ne fait que s'aggraver. Et tout ça, il faut beaucoup d'argent pour des séances de chimio. Combien à peu près? Je ne sais pas exactement. Puisque il faut qu'on rencontre aussi un grand spécialiste qui doit nous dire si cet enfant vraiment peut encore continuer cette chimio ou bien autre chose. Je ne sais pas. Elle a déjà été opérée, vous l'avez dit. Oui, elle a déjà opérée. Il est question également de savoir pourquoi, après ces séances de chimiothérapie, la maladie ne regresse pas, au contraire. Ça persiste. Elle persiste et le visage a pratiquement pris du volume. Très. Il ne lui reste qu'un seul œil pour voir. Un seul œil. Et l'œil là, c'est fermé même déjà. Il y a presque encore c'est fermé. C'est plus grave. C'est fermé. Alors, l'opération de Indira est prévue pour quand? Je ne connais pas encore, monsieur. Puisque le docteur m'a demandé d'attendre. On m'a d'abord envoyé faire la radiothérapie. Je suis arrivée, le docteur m'a plutôt donné un mot de retourner encore à l'hôpital, remettre au docteur. Moi, je ne sais pas, là où je suis, je ne sais pas encore. Où on est seulement en train de me tourner, puisque là où je suis, ça m'a déjà dépassé. J'ai même fait venir la maman en se disant que non, elle devait m'aider à garder les enfants, puisque je suis à l'hôpital avec celle-ci. Puisque là, je ne comprends plus. Ça m'a déjà dépassé. Les médecins ne vous disent pas exactement pourquoi la maladie, le bras de l'enfant prend davantage de volume malgré les séances de chimiothérapie? Non. Vous avez Après posé les la question 3 au médecin? séances, ils avaient changé le protocole. Elle dit que non, le protocole, il faut qu'on change de protocole pour que ça aille vite. Mais là où je suis, je vois que ça n'a pas beaucoup changé. Est-ce que vous aussi, vous avez respecté ces séances de chimio? Oui, monsieur, je l'ai bien respecté. Malgré comme ça coûte beaucoup d'argent, je l'ai fait comme ce doit. Puisque les âmes des bonnes volontés qui m'ont aidé à commencer le traitement de l'enfant jusqu'à là où je suis, ils m'ont donné le courage de le faire. Mais je l'ai bien respecté comme le droit demandé, sans sauter.
Alors, vous pensez à quoi depuis que cette situation ne change pas et vous partez à l'hôpital? On ne vous dit pas grand-chose à propos ou il faut faire autre chose? Là où je suis déjà dépassée, monsieur. Puisque quand tu ailles à l'hôpital et si on ne te dit pas que non, on opère tel jour, on va opérer, chaque fois on va opérer, il faut qu'on continue avec la chimio, on va opérer. Donc, je suis dépassée. Je suis dépassée. Puisque après les 6 séances, moi je m'attendais seulement à ce qu'on me dise non, on va opérer, va rentrer avec l'enfant, tu reviens le lendemain, on va l'opérer. Les nuits sont pénibles. En fait, puisque la douleur, comme elle chauffait, ça ne baisse pas. Elle continue toujours à chauffer. Et chaque séance de chimio, il faut toujours le sang. Et que là où elle est déjà à 8 poches de sang. Parce que moi-même, je ne m'attendais pas. Elle est déjà à 8 poches de sang. Parce que chaque séance de chimio, il faut le sang. Et à la maison, si elle chute, tu rentres à l'hôpital, il faut le sang. Ça l'a fait maigrir beaucoup même. Parce que là où elle n'a plus la chair sur elle. Elle n'arrive même plus à marcher comme elle marchait avant. Alors, Madrine, votre enfant, vous n'êtes pas venu avec l'enfant ici, on comprend pourquoi. Oui, parce elle que ne peut même pas se déplacer. Elle ne se déplace pas. Là, ça pèse énormément. Elle ne peut pas se déplacer. Ça pèse. Pas facile. Ça pèse. Vous avez posé également un problème de moyens pour continuer à la prendre en charge? Oui, on a aussi problème de moyens financiers pour continuer à la prendre en charge. Ça ne va pas. Si les âmes de bonne volonté pouvaient nous aider à sauver cette petite fille qui souffre énormément. Tous les jours, elle vous dit qu'elle voudrait retourner à l'école? Tous les jours. Retourner à l'école. Maman, je veux partir à l'école, voir mes amis. Maman, je veux fréquenter. Maman, je veux fréquenter. Je dis que ma fille, ça va aller. Puisqu'elle vit avec moi actuellement, même sa maman est comme ça à l'hôpital. Elle souffre aussi, elle a mal des pieds. Elle doit là-bas, elle a mal à déposer. Elle vient avec moi avec sa grand-mère. Tous les jours, maman, je veux voir mes amis. Tous les jours, je ne cesse. Je suis dépassée. Pardon, je vous en prie. Mes frères et sœurs, venez-moi en aide. Ne me laissez pas, ne m'abandonnez pas. Cet enfant souffre énormément, énormément. Je ne passe la nuit blanche. L'enfant ne mange même plus. Elle peut même plus s'alimenter puisque la bouche pèse, la dent, il n'y a même plus. Tous les jours, maman, le cou, le dos, partout, partout. Partout, partout, ça ne va pas. Je souffre énormément, maman, aidez-moi, aidez-moi. Aidez-moi, je vous en prie, aidez-moi. Je vous invite à rester forte parce que ça va aller. Vous êtes assise sur la chaise de l'espoir. Sans doute que votre doléance sera bien reçue par nos chers téléspectateurs qui sont toujours sensibles aux cas sociaux et les cas présentés généralement dans le cadre de cette émission Regard Social. Alors, qu'est-ce que vous attendez maintenant? Puisque vous n'avez pas de réponse à toutes les questions que vous vous posez, le bras de l'enfant ne fait que prendre du volume malgré les séances de chimio. L'opération n'est pas encore programmée. Oui, puisque là où je suis, le peu d'argent que j'avais, c'est déjà presque à la fin. Et le bras de l'enfant est toujours là. Je suis là et supplie les âmes des bonnes volontés que, pardon, ne baissez pas les bras de m'aider. La chaise du bonheur est ici. Pardon mes frères et sœurs, tous ceux qui me connaissent, tout le monde entier. Aidez-moi.
Aidez-moi à sauver cet enfant. Ce sont là quelques cas proposés sur ces antennes, des cas sociaux, et comme vous avez d'ailleurs l'habitude de les suivre sur cette émission et sur la chaise du bonheur telle qu'elle le présente, c'est sans doute qu'elle compte sur vous pour bénéficier de quelques présents et pouvoir prendre en charge ces deux enfants qui sont sur ce plateau. Et vous aurez d'ailleurs le cas de vivre un peu la réalité, le quotidien même de la petite merveille, puisque l'équipe de reportage de Regard Social est allée vivre également le quotidien de cet enfant, en famille notamment. L'ambiance est une ambiance de deuil dans cette famille depuis qu'il n'y a plus de moyens, depuis que les séances de chimio ont été arrêtées, justement parce que la situation ne change pas. Le volume du visage de l'enfant ne cesse de prendre de l'ampleur. Et comme vous allez également le découvrir dans ce reportage qui a été mené avec la caméra de Warren 2. Et juste après, nous allons recevoir nos experts. Aidez-moi, maman. Aidez-moi, regardez l'enfant. Seigneur, je vais faire ça qui je vais te vous aider ça. Pitié, dans tes seins, aidez-moi, venez-moi, c'est vous. Aidez-moi, aidez-moi, Seigneur, aidez-moi. Regardez l'enfant sourd. Aidez-moi, je me viens de faire rien. Elle ne voit plus rien, Seigneur, aidez-moi, s'il vous plaît. Des pleurs qui inondent cet espace sont dus à la maladie qui a défiguré la petite merveille, 11 ans. La fillette a perdu le sommeil à cause de la tumeur qui la traumatise depuis l'âge de 8 ans. Pourquoi? Aidez-moi. Cette année-là, tout est parti d'une douleur dentaire qui a mis fin à ses études et ouvrir la porte à la souffrance. Tous les jours, elle pleurait, maman j'ai mal à la dent, maman j'ai mal à la dent. Elle dit que ouais, on va le faire comment? Je donne même les cachets de calmants, ça ne baisse pas. Je suis allée à Bingo, j'ai expliqué le problème. On a dit qu'il faut arracher, comme elle pleure beaucoup, il faut arracher la dent. Dès qu'on a arraché la dent, ça va baisser la douleur. On a donné quand même une semaine après, la joue a commencé à gonfler. La souffrance de la petite merveille n'épargne pas les membres de la famille.
Parmi les éléments qui constituent la prise en charge, il y a la chimiothérapie. Cet autre traitement administré aux patients victimes du cancer n'a pas solutionné le cas de Merveille. Merveille qui a passé plusieurs mois internée dans une formation sanitaire dans la ville de Bamenda, c'est dans la région du Nord-Ouest. Les séances de chimio, ça n'a pas rapporté quelque chose à l'enfant. Si ça rapportait, c'est qu'on ne devrait pas renvoyer l'enfant sur Douala parce que ça n'allait pas. Le docteur a dit qu'il ne pouvait pas, qu'on ne pouvait pas, qu'on fait rentrer l'enfant à Douala. Et quand ils m'ont appelé, ils m'ont demandé de supporter. Je supporte comme un homme. J'ai dit que bon, j'ai compris. La chimie, oui, c'est là-bas qu'on a commencé la chimie en temps, fin décembre, début janvier. Oui, quand on a commencé la chimie, ils ont fait presque encore un mois sur place. Il n'y a pas de changement. On a dit qu'on rentre ici. La famille est désemparée. L'espoir de voir la chimiothérapie résoudre le problème de Merveille s'est estompé. Si on donne lundi, non, on va dire que donner encore l'autre lundi. Donc on donne, ça fait une semaine, on donne. Je suis arrivée là, on m'a dit que je vais faire 3 semaines. Pour les chimios là, non. Bon, on a donné. Le jour là, je pars pour qu'on fait l'examen. On fait l'examen. On dit, madame, ça n'a pas donné. Le 3e jour, on a fait. Je dis que bon, comme ça ne donne pas, je vais faire comment? Ça n'a pas changé. Le docteur a dit que ça ne donne pas sur son corps. C'est ce qu'on m'a dit. Donc j'ai dit que oui, papa, j'ai compris. Même sur son carnet, tu vas voir l'examen qu'on fait. On dit que pour que quand on te met le chimio là, il faut que tu aies 2,5, 3,5. Au sein de l'opinion publique, la chimiothérapie semble être un gouffre à sous qui ne solutionne pas tous les cas de cancer. La chimio, c'est une méthode médicale qui permet de brûler les cellules cancéreuses. Je n'ai encore vu personne guérir de la chimio. Au contraire, quand on fait les cheveux chutent, le corps déprime, ça fait des choses, mais à la fin, je n'ai encore vu personne guérir de la chimio. Une dame qui était aussi malade, plusieurs chimios, mais ça n'a rien donné. Elle a eu un autre traitement palliatif ailleurs. Et puis cette petite fille, vraiment, c'est chaque jour, depuis qu'elle est rentrée de l'hôpital, malgré toutes ces séances de chimio, après 2 jours, elle est autrement. Donc quand vous la voyez vraiment, vous sentez que ça ne va pas, ça ne va pas. On m'a dit que la chimio, ça traite la maladie qui est sur l'enfant, mais je ne vois pas le changement sur ma part. Je prie vraiment les hommes de bonne volonté de venir en aide à cet enfant, parce que ce n'est pas mon enfant à moi seul. On ne sait jamais le lendemain. Oh, je suis vraiment dépassé, je suis comme ça, je suis dépassé. Sauf franchement dépassé, s'il vous plaît, aidez-nous. Pardon seulement. Moi-même, ça m'aide depuis 5 ans que je souffre le pied. Ça ne finit pas. Je monte et descends le pied. Je m'en suis interné à Dibamba à l'hôpital. Aidez-moi s'il vous plaît, je vous en supplie. La chimiothérapie est-elle la solution aux tumeurs cancéreuses? Quelles sont ses limites? Regard Social se penche sur le sujet avec le concours des Et voilà donc la vie de Merveille, qui est donc aujourd'hui une vie qui se déroule dans une ambiance de deuil. Les parents, les frères, les amis, personne n'a encore tout au moins le courage de pouvoir sourire parce que la douleur de cet enfant touche tout le monde qui l'aperçoit. Et d'ailleurs sur ce plateau, pour davantage comprendre ce que la chimiothérapie peut apporter chez un patient souffrant du cancer. Nous allons comprendre tout cela avec nos invités. Docteur Ngwandje Ndongo Tchake Evelyne, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ndongo. Vous êtes médecin, hématologue à l'hôpital général de Douala, chef de service adjoint du laboratoire chargé de l'hématologie à l'hôpital général également. Et vous êtes chargé de cours à la faculté de médecine et sciences pharmaceutiques de l'université de Douala. Maître assistant CAMES, représentant l'association ONHEM du Cameroun, tout ça c'est pour vous. Oui, monsieur Ndongo, il s'agit bien de moi. Voilà. Vous avez suivi le reportage? Oui. Il est touchant? Très, très émouvant.
très difficile à voir comme image, difficile à comprendre vraiment à quel stade on découvre les patients. Ouais. Et c'est le reflet un peu de notre quotidien dans la pratique médicale. Ça fait mal de voir tout ça. Docteur Mbela Massango, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin généraliste en préparation pour la spécialisation d'oncologie médicale, aux côtés donc des imminentes oncologues tels que Dr Dina et Dr Tayou. Et en même temps, vous êtes au service d'oncologie et de soins palliatifs de l'hôpital du district de Bonassama, c'est ici à Douala. Exactement. Alors, ça gêne de voir un cas comme celui-là? Effectivement que ça fait beaucoup de mal de voir un enfant souffrir autant. Donc, ce qui est vraiment très touchant. Et nous, à notre niveau, personnel de santé, nous faisons ce qui est de notre possible pour pouvoir pallier à tout ce genre de situation. Très bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Dr Berthier Lucien, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes médecin, expert en santé publique et épidémiologie. Vous travaillez pour le compte de l'hôpital Sébec. C'est à Bonabéry, c'est dans le 4e arrondissement de la ville de Douala également. Oui. Alors, vous êtes médecin généraliste, vous voyez ces cas, vous recevez des patients au quotidien et il vous arrive de détecter ou d'avoir une idée ou de soupçonner des cas de cancer? Il nous arrive d'avoir des cas similaires ou bien pas à ce stade. Mais quand on commence, on fait d'abord les premiers examens et quand on suspecte un cas tumoral, on ne tarde pas de référer chez un médecin plus adapté, à savoir des oncologues. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Dr Ngandiv Nachal, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue et enseignant à l'université de Douala. C'est exact. Vous êtes aussi beaucoup plus intéressé sur l'analyse des questions sociales. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes invité à cette émission, parce que c'est du social. Et l'environnement, on a vu dans quel type d'environnement vit cet enfant et avec ses parents, c'est le deuil carrément. Disons que je partage l'émotion des autres membres du panel. C'est des images assez insoutenables. On n'a pas besoin de justifier d'une érudction particulière pour savoir l'atrocité de la douleur qu'endure la petite merveille. Et le reportage peut-être nous donne a priori une question essentielle, j'allais même dire substantielle ou quintessentielle. Qu'est-ce que la petite a pu faire pour mériter de souffrir une telle douleur? C'est peut-être la question qu'on pourrait se poser à première vue. Et naturellement, la deuxième, subséquente à celle-là, c'est la peur qui peut nous embrasser directement pour se dire que ça pouvait être notre fille, ça pouvait être notre petite sœur. Et naturellement, ça déclenche la filiation de la philanthropie dont peut-être on parlera tout à l'heure. Mais c'est assez difficile, c'est assez insoutenable. Chacun de nous devrait pouvoir dire, ceux qui connaissent encore la maternité, de dire la maman n'a rien fait pour justifier d'avoir un enfant qui devient un fardeau comme celui-là. Donc ça doit interpeller du point de vue anthropologique, du point de vue sociologique, tout le monde, toute la société. Alors, Dr Ngwanjo, vous côtoyez le cancer, enfin je veux dire les patients de cancer au quotidien. Il y a deux types de cancer, cancer solide et le cancer liquide. Vous l'avez dit. Ici, il s'agit de quel type de cancer? Alors, effectivement, M. Ndongo, on a le cancer déjà, c'est la multiplication anormale des cellules. Ce cancer peut toucher tous les organes du corps. On va les classer en deux grands groupes, les cancers liquides, qui sont les cancers hématologiques, et puis les cancers solides, qui sont pris en charge par les oncologues, par l'oncologie médicale. Alors, nous avons deux présentations là, mais malheureusement, on n'a pas d'histologie, c'est-à-dire l'examen anatomopathologique qui nous permet de donner le nom réel de la tumeur.
Je pense que pour ces deux cas-là, il serait vraiment important qu'on puisse bien documenter les tumeurs. À ce que je sache, la petite fille qui a la tumeur au niveau du bras est prise en charge déjà dans une unité spécialisée. Et ça a tout l'air d'une tumeur solide, une tumeur musculaire. À entendre les parents, on a fait des séances de chimio, on leur a dit que la réponse était partielle. Alors cela remet en cause un peu la prise en charge des cancers chez nous. Alors la réponse au traitement du cancer est liée au cancer lui-même, la nature même du cancer. Tous les cancers ne vont pas répondre totalement à la chimiothérapie. Lorsqu'on traite un cancer, on a 3 possibilités. Soit on fait échec, c'est-à-dire la chimio n'a pas marché, ou alors on a une réponse partielle ou une réponse complète. Alors, la réponse est également liée au patient lui-même. Quelle est la compliance du traitement? Est-ce que le traitement a été fait avec la bonne fréquence? Est-ce qu'on a eu les médicaments adaptés à la tumeur qu'on avait en face? Nous savons bien dans notre contexte qu'en fait, nous dominons la chimiothérapie, certes adaptée aux patients, mais en rapport avec les moyens financiers que le patient peut mettre en œuvre pour se soigner. Nous avons certes des médicaments qui sont subventionnés par l'État camerounais, mais malheureusement, il y a beaucoup trop de malades pour très peu de médicaments disponibles. Donc, comme vous avez constaté, c'est la famille qui est obligée de se débrouiller pour pouvoir s'approvisionner en médicaments. Très bien. En tout cas, nous allons revenir sur ce que vous avez dit pour davantage comprendre un peu ou faciliter la compréhension à nos chers téléspectateurs. Mais docteur Mbela, vous semblez avoir une idée de quel type, notamment pour Indira, de quel type de cancer il s'agit? Ok, pour la petite Indira, il s'agit d'un rhabdomyosarcome. Les rhabdomyosarcomes sont des cancers qui touchent les tissus mous, qui se développent à partir des cellules musculaires et qui sont très très agressifs chez les enfants. Donc il existe 3 grands groupes, notamment les tumeurs à bas risque, les tumeurs à risque standard et les tumeurs à haut risque, autant pour moi. Donc ce sont les tumeurs du groupe 3. Et ici, nous sommes en face du cas de la petite Indira. Elle fait partie des tumeurs du groupe 3, tumeurs à haut risque. Alors, c'est des tumeurs que l'on rencontre à tous les niveaux, à tous les coins de la rue, ou ce sont des tumeurs un peu rares? Exactement, ce sont des tumeurs qui sont très rares, qu'on retrouve le plus souvent chez les petits garçons, qui sont exceptionnels chez la jeune fille. Donc, ce sont des tumeurs qui se développent à partir des cellules embryonnaires. Donc, ce sont des cellules qui, pendant le développement de l'enfant, lorsqu'il était encore dans le ventre, qui peuvent rester et, par la suite, devenir un cancer. Alors, ce sont des cancers finalement que l'on rencontre et qu'on observe sur ce plateau à partir notamment des cas qui sont présentés. On voit bien que le cas de Indira ne change pas malgré les séances de chimiothérapie engagées, pratiquement 6 séances telles qu'évoquées par sa maman. Oui, exactement. Il est à noter que lorsqu'on prend un traitement à base de chimiothérapie, on peut avoir 3 types de réponses, notamment une progression, c'est-à-dire que la maladie évolue malgré la chimiothérapie, c'est-à-dire qu'elle s'aggrave. On peut avoir une stabilisation, c'est-à-dire que la maladie ne bouge pas, elle reste la même malgré la chimiothérapie. On peut avoir une réponse, c'est-à-dire que la maladie évolue quand même. Maintenant, dans la réponse, on peut avoir une réponse majeure ou une réponse partielle. Et encore dans les réponses partielles, on a une réponse partielle majeure et des réponses partielles mineures. Donc, dans le cas de la petite Indira, on a une réponse partielle mineure parce qu'au départ, la masse avait un grand volume, notamment elle mesurait environ 83 cm et au jour d'aujourd'hui, elle est à 54 cm. Donc, au départ, on ne pouvait pas opérer la masse parce qu'elle était très énorme. Ça, c'est l'avis du chirurgien. Lorsque le chirurgien a vu le cas de la petite Indira, il nous a fait comprendre que, vu l'étendue de la masse, il était préférable qu'on débute par une chimiothérapie néoadjuvante. Ce qui a été fait dans le but de réduire la masse. Et une fois que la masse a été réduite, alors là,
il peut prendre la petite Indira au bloc opératoire. Alors, pour essayer de faciliter également la compréhension de nos chers téléspectateurs, Dr Ngwanju, est-ce qu'on est avec le cancer? Alors, on peut avoir des prédispositions génétiques, c'est-à-dire un oncogène qui favoriserait le cancer, mais on ne naît pas avec un cancer. Vous voyez, il y a des cancers qui peuvent se voir au sein d'une famille. C'est-à-dire, vous avez un ascendant qui a eu un cancer et puis l'enfant plus tard peut faire ce cancer. Ce sont des cancers bien spécifiques. Mais on ne naît pas porteur d'un cancer. Cette jeune fille n'est pas née avec son cancer, mais elle a développé son cancer au cours de la vie. Alors, c'est dit que dans sa famille, il pourrait y avoir quelqu'un qui... Pour ce type de cancer solide, je pense que c'est l'oncologue solide qui pourrait nous dire, parce que moi je suis plus onco-hématologue. Onco-hématologue. Mais par contre, on a beaucoup de cas de myélome au sein de certaines familles. C'est-à-dire, vous pouvez naître dans une famille et avoir le myélome, votre frère, votre soeur également pourrait faire le myélome. Alors, parce qu'il y a un oncogène qui favoriserait au sein de votre lignée cette pathologie. L'autre question, c'est est-ce que tous les cancers sont éligibles à la chimiothérapie? La chimiothérapie, c'est un moyen de traitement de cancer, parmi tant d'autres. On peut traiter un cancer avec de la chimiothérapie et ou de la chirurgie et ou de la radiothérapie. Mais également, de plus en plus aujourd'hui, à côté de la chimiothérapie, on peut avoir de l'immunothérapie, c'est-à-dire la thérapie ciblée. Et cette immunothérapie peut être associée même à la chimiothérapie et potentialiser la réponse. Est-ce que tous les patients sont éligibles à la chimiothérapie? Non, il y a des patients qui arrivent avec des tumeurs au stade de début, qui peuvent juste tout simplement être opérés et pour lesquels on peut obtenir une guérison. Certains malades vont bénéficier pour leur cancer juste de la radiothérapie, tumeur bien localisée, juste de la radiothérapie et en guérir. En général, on propose la chimio pour une maladie qui a l'air étendue. Alors, je reviens vers vous, Dr Bella, vous qui semblez rencontrer des cancers solides au quotidien. Mais est-ce qu'il y a, parlant de la chimiothérapie, est-ce que la chimiothérapie est la solution définitive à ces cancers solides? Non, la chimiothérapie n'est pas forcément la solution définitive à ces cancers parce que tout cancer n'est pas forcément chimiosensible, c'est-à-dire ne répond pas forcément favorablement à la chimiothérapie. Donc la chimiothérapie peut être un moyen de traitement définitif pour certains cancers, comme la chimiothérapie peut être un moyen, un intermédiaire pour pouvoir faire un autre traitement plus tard. C'est-à-dire quoi? Par exemple, lorsqu'on a une tumeur qui est très volumineuse, qui ne peut être opérée à cause de l'invasion de la tumeur qui touche des organes qui sont très sensibles, qui ne peuvent pas être touchés par le chirurgien. Le but de la chimiothérapie est de venir réduire la masse considérablement afin de pouvoir permettre au chirurgien d'enlever la masse sans problème. Oui. Et pour le cas d'Indira, on n'arrive pas à comprendre pourquoi la solution n'est pas aussi trouvée, puisque après les 6 séances de chimio, il n'y a pas un grand changement. Oui, exactement. Comme je vous ai dit tantôt, la petite Indira fait partie des tumeurs à haut risque de grade 3. Ce sont des tumeurs qui sont très très agressives, qui ne sont pas toujours chimiosensibles, c'est-à-dire qui ne répondent pas toujours favorablement à la chimiothérapie. Donc, au stade où la petite Indira est, on pense que la solution ne viendra que par la chirurgie, vu que la chimiothérapie, à ce stade, n'a vraiment pas eu beaucoup d'effets positifs. Alors, Dr Betty, vous êtes médecin généraliste, c'est-à-dire que quand le patient arrive à l'hôpital, c'est vous qui le rencontre en premier, et c'est à vous de savoir si la maladie qui l'amène est une tumeur ou pas, ou simplement vous orientez chez le spécialiste. Merci. Quand on voit un malade qui vient avec une masse
on ne pense pas directement à un cancer. Il y a souvent les maladies infectieuses, souvent chez les enfants, qui peuvent avoir des tuméfactions. On commence par chercher si c'est une cause infectieuse ou d'autres. Par exemple, l'enfant peut faire un accident et le lendemain, le pied commence à gonfler. Là, ça ne sera pas une tumeur. Maintenant, quand on fait ces examens et dans un laps de temps, il n'y a pas de réponse, on préfère référer. Et il y a des fois où les malades partent chez l'oncologue, on demande des examens et on propose des traitements. Et comme l'hématologue a dit plus tôt, parfois ça coûte cher. Les malades préfèrent revenir chez le médecin généraliste parce que le médecin généraliste prescrit les médicaments qui coûtent 1000 francs ou 2000. Ils pensent qu'ils vont trouver une solution chez le médecin généraliste. C'est à nous maintenant, on commence encore à éduquer le patient que là où vous êtes, vous avez votre solution chez le médecin spécialiste. Et aussi, parfois, on fait aussi des séances d'éducation pour éduquer ce parent à détecter ces malformations et à déclarer à temps. Parce qu'un problème dans la prise en charge des cancers, c'est souvent la détection rapide. Souvent, les patients se présentent même chez le généraliste à un stade avancé. Et quand on propose ces traitements, la chimiothérapie, la radiothérapie, parfois c'est déjà tard. On essaie juste parfois c'est difficile vraiment à contrôler ces tumeurs. Alors, il y a deux choses que vous évoquez. Il y a un problème d'éducation. Nous ne sommes pas habitués à aller à l'hôpital dès qu'on commence à ressentir une douleur quelconque. Et en plus, on va à l'hôpital quand c'est grave. Autre chose, c'est également que ça reste un véritable problème parce qu'on laisse généralement des médecins généralistes pour aller chez des spécialistes. Chaque fois qu'on peut avoir soit mal au genou, il faut chercher un traumatologue ou un chirurgien, ça dépend de ce qui arrive dans la tête de celui qui est souffrant ou du parent. Il oublie que le médecin généraliste est celui-là qui oriente un peu. Et effectivement, un patient peut avoir une tuméfaction au niveau de la jambe, par exemple. Le patient pense que comme c'est l'appareil locomoteur, il faut voir le traumatologue. Non. C'est le médecin généraliste qui évalue ce cas. Et ça peut être un problème infectieux. Là, on envoie, soit on commence un traitement à un autre niveau, ou bien on envoie chez un médecin infectiologue. Ou bien ça peut être d'autres problèmes. Donc, on essaie de dépister, ou avec la suspicion, pour orienter pour une meilleure prise en charge. Docteur Ngandifna, après le tour, vous comprenez ou on comprend finalement que ce sont des cas qui arrivent généralement chez des médecins un peu tardifs et la prise en charge devient difficile. Disons que c'est un constat fait par un médecin dont on ne saurait douter du constat, mais il faudrait peut-être voir les causes qui sous-tendent cette arrivée tardive au niveau de nos centres hospitaliers. Je crois que ça questionne fondamentalement notre tissu de prévoyance sociale en termes de prise en charge médicale et naturellement une liaison avec la paupérisation ambiante des populations. Certainement, si vous avez des moyens, qu'est-ce qui peut bien vous empêcher d'aller vers les officines agréées? Je crois que le diagnostic a été clair par le médecin pour dire que compte tenu de la bourse quelquefois limitée des populations, on se réfère au généraliste qui fait une prophylaxie de surface pour peut-être calmer et qu'à la fin, le coût élevé de la chimiothérapie, de la radiothérapie, ainsi de suite et autres, contraint finalement les malades, les patients à revenir suivre un traitement en fait de sédatif pour juste tenir et peut-être que la guérison vienne par un miracle religieux, peut-être. Donc fondamentalement, c'est le problème de la pauvreté qui touche ces populations-là. Mais il y a également un autre aspect fondamental quand même qui doit questionner la recherche fondamentale au niveau des universités. Je crois que les médecins disent que c'est une maladie très rare. Et je crois que notre système doit également développer un système de prise en charge qui soit peut-être un incitatif à la recherche scientifique, ne fût-ce que pour des questions, des hypothèses d'école, pour se pencher
véritablement sur ce cas qui ne sont pas tout à fait légion. Donc je crois qu'il y a quand même un aspect de politique sanitaire qui soit un peu fragile, qui soit peut-être un peu indifférent aux cas isolés qu'on aurait pu peut-être soigner. Et c'est assez curieux de savoir que les gens traînent ce genre de mots sur des longues périodes sans que ça ne suscite la philanthropie, sans que ça ne suscite la charité, sans que ça ne suscite la générosité, soit du corps médical, soit les structures dédiées au soutien social ou bien sanitaire. Je crois que fondamentalement, il faudra revenir à la bourse des patients, cette bourse qui est trop limitée pour faire face à des coûts médicaux qui sont graduellement croissants. Oui. Alors, Dr Ngwanjo, vous avez évoqué dans la prise en charge, puisque c'est de ça que nous parlons, la prise en charge des cancers. On a évoqué, il y a deux mots qui sont revenus, la radiothérapie et la chimiothérapie. Effectivement. Quel est le rôle que joue chaque mot? Alors, la chirurgie est souvent préconisée dans des tumeurs très localisées. Juste une petite partie du corps. Donc, grâce à la chirurgie, on peut emporter totalement la tumeur. Et parfois, il s'agit des tumeurs localement avancées pour lesquelles on va faire, cas de tumeurs de sein, pour lesquelles on va d'abord faire une chimio, ensuite emporter la tumeur. Mais également, il y a des cas de chirurgie carrément de propreté ou des chirurgies de confort. Propreté parce que la tumeur, elle n'est pas jolie à voir, elle est délabrante, donc elle est infectée, on fait une chirurgie de propreté. Ou carrément chirurgie de confort, c'est-à-dire vous avez une tumeur qui comprime beaucoup d'organes et puis on vous fait une chirurgie pour pouvoir vous permettre de vivre de façon acceptable. Alors la radiothérapie va également être indiquée dans certains tumeurs, ce qui nous concerne, pour soit stabiliser la tumeur ou bien faire cresser la tumeur, pourquoi pas guérir, si c'est le cas du plasmocytome localisé, guérir certaines tumeurs. Et parfois, la radiothérapie va juste être un élément de confort. Si vous avez par exemple un myélome multiple avec une colonne vertébrale qui présente des lises osseuses, des douleurs atroces, on va préconiser la radiothérapie pour réduire la douleur que vous ressentez au quotidien et même pour renforcer la structure osseuse de votre rachis. Docteur Mbela, à quel moment on est éligible à la chimiothérapie? Parce que lorsqu'on arrive, ce n'est pas a priori qu'on vous propose la chimiothérapie. Oui, c'est pas a priori qu'on vous propose la chimiothérapie, bien sûr. Avant de faire la chimiothérapie à un patient, on se rassure d'abord de son diagnostic. Notamment, on fait une biopsie ou bien une cytoponction qu'on envoie en analyse anatomopathologique qui nous donne le diagnostic. Une fois que le diagnostic est confirmé, en fonction, comme je vous ai dit, de la taille, de l'étendue, de la classification de la tumeur, alors on décide soit de faire une chimiothérapie d'emblée ou alors de passer directement à la chirurgie ou encore plus de passer à la radiothérapie. Donc tout dépend de la taille de la tumeur, de son étendue. Est-ce que la tumeur a déjà métastasé, c'est-à-dire est-ce qu'elle a déjà migré, est-ce qu'elle a touché d'autres organes à distance. Donc c'est tous ces paramètres-là qui font en sorte qu'on prenne une décision de mettre un patient soit sous chimiothérapie, soit de faire une chirurgie ou alors de faire une radiothérapie. C'est le médecin traitant ou c'est un comité qui décide? Nous travaillons, c'est un collège de médecins en fait, une prise en charge pluridisciplinaire. Donc il y a le médecin généraliste, il y a l'oncologue médical, il y a le chirurgien oncologue, il y a l'anatomopathologiste, celui qui fait l'examen, qui découvre les cellules cancéreuses au sein du prélèvement qui a été fait, et il y a le radiothérapeute. Donc voilà, c'est tout un ensemble de médecins, de spécialistes. Oui, c'est après étude que on décide finalement de si le patient est éligible à la chimiothérapie. Et le nombre de chimio, très souvent, c'est en fonction du volume de la pathologie également. Bon, il y a, selon le collège des oncologues de l'Organisation mondiale de la santé, il y a un protocole standard qui dit que, par exemple, pour une tumeur, pour un cancer du sein,
il faut faire d'emblée 3 cycles de chimiothérapie. Après les 3 cycles de chimiothérapie, on évalue le cancer. Cette évaluation passe par des bilans, notamment biologiques, et des bilans radiologiques, et même cliniquement. Est-ce que la taille de la tumeur a régressé? Est-ce qu'elle est stable? Est-ce qu'elle a augmenté? Donc c'est après ces 3 cures, ou bien après ces 3 cycles de chimiothérapie qu'on évalue, on décide si on doit faire 3 autres cures, ou alors on doit interrompre la chimiothérapie, faire la chirurgie, ou bien la radiothérapie. Donc il y a un protocole standard qui dit qu'on doit débuter par 3 cycles de chimiothérapie. Après, on évalue. Oui, généralement, tel qu'on a appris, après notamment des discussions avec des spécialistes de la santé, certains ont révélé que c'est en fonction du patient, en fonction des moyens dont dispose le patient, qu'on prescrit aussi la chimiothérapie. Est-ce que, même si vous êtes éligible à la chimio, si vous n'avez pas de moyens, il est difficile pour vous de pouvoir, pour le patient, de pouvoir respecter les séances? Déjà, à l'hôpital général de Douala, nous avons un comité de décision thérapeutique. Donc la décision ne se prend pas seule dans son bureau, dont le cas est présenté. Un collège de médecins valide le protocole, le schéma thérapeutique à faire. Et par la suite, le protocole est proposé, le protocole idéal, il est proposé aux patients. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, et en général, dans notre pratique quotidienne, on se rend compte que le patient vient faire la chimiothérapie, le jour il a un peu de moyens. Et ça se reflétait un peu dans le reportage de tout à l'heure. On s'arrangeait pour avoir un certain montant d'argent pour venir à l'hôpital tous les vendredis pour faire la séance de chimiothérapie. Alors quand on n'a pas pu avoir la quantité d'argent nécessaire pour faire sa séance de chimiothérapie, du coup, les séances sont plus espacées qu'il en fallait. Et le résultat est sûrement moins bon. Et c'est parce que c'est certainement cher qu'on n'arrive pas à respecter aussi. Les médicaments de la chimiothérapie sont chers. Pour le Camerounais moyen, ça coûte cher. Ça coûte cher. Mais lorsqu'on regarde les résultats qu'on peut avoir à la fin, je veux toujours prendre l'exemple du lymphome, qui est le premier cancer hématologique qu'on rencontre au Cameroun. Le lymphome, il guérit après 8 séances de chimiothérapie. C'est vrai que le traitement coûte cher. Il faut préparer à peu près 2 millions de francs CFA pour faire les 8 séances de chimiothérapie classique. J'ai inclus tout le bilan. J'ai inclus les séances de chimiothérapie, les hospitalisations pour le diagnostic, le bilan radiologique. Ce n'est pas la bourse du Camerounais, voilà, moyen de la majorité des Camerounais. Mais parfois on se dit il faut faire l'effort quand même d'aller jusqu'au bout de son traitement. Bien que, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, vous allez essayer d'aller jusqu'au bout de votre traitement, mais de par la nature même de la tumeur, vous êtes susceptible d'avoir vraiment des cas où la réponse n'est pas ce qu'on aurait souhaité. Et ça, vraiment, ça donne quand même un arrière-goût. Au médecin d'abord, mais ensuite, voilà, ça met très mal à l'aise le patient. Oui. Vous avez également suivi quelques témoignages. C'est vrai, c'est l'homme de la rue qui parlait, puisque c'est avec des exemples à l'appui que ces gens d'ailleurs parlaient, qu'il y a des familles, des personnes qui ont subi des séances de chimio, mais à terme, il n'y a pas eu de résultats attendus. Possible, en fonction de la nature de la tumeur. Quand je parle de nature de la tumeur, en fait, lorsqu'on a une tumeur en face, on fait des prélèvements pour les analyses anatomopathologiques. Et il est décrit dans la littérature certaines variétés de tumeurs qui ne vont pas complètement disparaître après le traitement par la chimiothérapie. Et donc, si vous faites partie, si votre tumeur fait partie de ce groupe qui ne va pas répondre comme il faut au traitement, bien évidemment, vous allez penser que la chimiothérapie n'a peut-être pas d'effet bénéfique. Alors, on l'a décrit également tout à l'heure dans le reportage, les cheveux qui tombent sont les effets indésirables de la chimio. Les petites déformations qu'on voit au niveau du corps sont les effets indésirables de la chimio. Mais en général, quand on arrête la chimiothérapie, vous reprenez votre forme normale et puis les cheveux vont repousser. Ce sont des effets indésirables de la chimio, docteur Bella. Vous avez un micro? Oui, comme ma collègue vient de le signaler tout à l'heure,
comme effet indésirable de la chimiothérapie, nous pouvons avoir la chute des cheveux, nous pouvons avoir le teint qui change, qui devient noir. On a des nausées, des vomissements, la diarrhée. On a des blessures qui sortent dans la bouche qu'on appelle mucite. Et tout ceci rend le patient mal à l'aise. Il a donc l'impression que la chimio lui fait plus de mal que de bien. Mais nous sommes toujours là parce que nous sommes là pour pallier à ces effets secondaires-là. Parce que lorsqu'on commence la chimiothérapie, on prépare le patient, on lui fait ce qu'on appelle une ordonnance d'effets secondaires. C'est-à-dire, on éduque le patient, on lui dit que si tu commences à sentir, par exemple, des petites blessures dans la bouche, voici ce qu'il faut faire. Si tu as des nausées ou des vomissements, tu perds l'appétit, voici ce qu'il faut faire. Donc voilà comment on essaie de contrecarrer ces effets secondaires parce qu'on ne peut pas les éviter, mais on peut plutôt les gérer. Alors, docteur Bati, est-ce que ce n'est pas parce que lorsqu'on prescrit ou on propose à quelqu'un de suivre des séances de chimio, est-ce que c'est parce qu'on ne veut pas lui dire qu'il n'a plus assez de jours à passer sur Terre? Non. Le problème ici, c'est le problème de beaucoup de l'éducation. On ne voit pas. Au cours de l'éducation, le médecin parle avec son malade. Mais étant donné que le médecin, avant même de donner ses effets secondaires, le médecin a déjà prononcé le mot tumeur. Tout ce qui vient après ça, le malade ou bien le parent, il ou elle ne comprend plus. Donc, même quand on dit qu'il y aura des vomissements, il y aura telle chose, le malade ne comprend pas. Et c'est après ça que le malade va dire que non, le médecin ne m'avait pas dit. Puisqu'il y avait ce choc. Et Dr Mbella avait dit plutôt c'est une prise en charge pluridisciplinaire. Pour pallier à cet effet, il y a souvent des suivis psychologiques qu'il ne faut pas surpasser. Il faut une suivi psychologique. Il faut les membres de famille aussi. Il faut que les membres de famille soutiennent le patient. Après le reportage qu'on avait vu, quand on voit les membres de famille réagir comme ils le font, ça joue sur le patient. Et vous savez, le côté psychologique peut jouer un grand effet sur une maladie biologique. Donc, il faut préparer le patient psychologiquement et tout dire. Il faut dire ce qui va se passer, comment la chimio se passe, combien ça peut coûter. Il faut que le patient soit prêt. Il ne faut pas dire que, on ne dit pas que une séance de chimiothérapie va coûter, prenons un chiffre, 100 000. Le patient peut penser que 100 000 c'est tout. Il faut que le patient sache que c'est 100 000 pour une séance. Donc il faut investir, il faut dire au patient que il ne faut pas regarder les cas d'échec, il faut aussi regarder les réussites. Très souvent, nous, on a tendance à voir plus des échecs que des réussites. Il faut entrer dans les services d'oncologie, il faut voir les gens qui sortent guéris. Ça se passe avec toutes les maladies. Même le paludisme tue. Donc, ce n'est pas que parce qu'on a une tumeur que ça va forcément devenir létal. Donc, il faut aussi regarder les chiffres. Docteur Gadivna, on comprend que c'est un traitement palliatif. Et je crois que ceux qui ont prêté le serment d'Hippocrate et qui ce soir sur le plateau parlent ex qualité l'ont dit. Fondamentalement, je crois qu'il faut faire la péréquation ou la corrélation entre le coût de la maladie. Naturellement, il y a une certaine structuration ou bien des clichés qui sont attachés dans le subconscient aussi des patients. Parce que naturellement, quand on vous dit que cette maladie vous coûtera 2 millions, on a comme l'impression que la gravité de la maladie est aussi importante. Donc, je crois qu'il y a la dimension du coût qui est d'abord un choc psychologique d'abord à évacuer. La deuxième considération est liée à la nature même. C'est-à-dire quand vous entendez tumeur ou bien quand vous entendez cancer, on se dirait que c'est quelqu'un qui est déjà à l'article de la mort et que tout ce qui se fait n'est que pour prolonger
Ce sont des appellations qui font mal qui affectent. Naturellement, et même la littérature classique l'a établi. Quand on parle d'une dimension cancérigène, ça veut dire que c'est quelque chose d'assez tentaculaire. C'est véritablement les allures d'un serpent de mer ou quelque chose qui a une configuration hydrique. Donc je crois qu'il y a peut-être un euphémisme, une atténuation sur le plan sémantique ou bien terminologique qu'il faut retrouver. Parce que quand on vous voit étiqueté ou labellisé de porteur de cancer, on se dit que c'est un mort ambulant qui transite encore sur cette terre pour rejoindre peut-être la vraie patrie de l'autre côté. Donc il y a cette dimension de la structuration, de l'étiquetage, des stigmates qui accompagnent la dimension de la maladie liée au cancer. Et naturellement, au risque de me redire, si la maladie coûte cher, ça veut dire que la maladie que vous avez est nécessairement grave. Elle n'aurait pas dû coûter cher si c'était une maladie vénielle. Donc il y a également ces structurations, ces approches psychologiques, ces accompagnements qu'il faut pour ceux qui sont malades et l'entourage du malade aussi. Et justement, vous parlez d'entourage, comme pour dire que ceux qui accompagnent le malade doivent l'accompagner positivement et non le plonger très souvent dans l'anxiété. Je ne sais pas si je serai contredit par le panel des médecins, mais je crois que la première guérison est d'abord d'ordre psychologique. Je crois que c'est... Je ne sais pas si les médecins diront le contraire, mais je crois que la première victoire sur la maladie, elle est d'abord d'ordre psychologique. Si vous allez armer à l'idée que c'est une maladie comme toutes les autres et que toutes les maladies peuvent porter à la mort, ça veut dire qu'il y a une certaine égalisation au niveau des maladies que nous portons et que c'est une maladie comme toute autre qui peut avoir une thérapie appropriée. Donc c'est d'abord un problème psychologique. Et si vous ne vous sentez pas soutenu, appuyé par l'entourage, je crois que vous êtes d'abord la première victime. Donc quels que soient les soins qu'on peut vous administrer, du moment où sur le plan psychologique vous n'avez pas intégré que bon, quelque chose est en train d'avancer, il y a davantage le spectre du pessimisme qui plane sur votre esprit et même si ça va bien, vous avez tendance à voir les choses en noir. Alors, Dr Ngandjou, là se pose également le problème d'accueil du patient qui arrive et qui souffre d'une tumeur. Le langage qu'on lui tient, le langage que le médecin lui tient, est déjà un premier pas dans le traitement qu'il doit subir. Le langage du médecin est très important. Lorsqu'on reçoit un patient qui est porteur déjà d'une tumeur qui est susceptible d'être un cancer, parce que les choses vont se voir à plusieurs étapes. Le patient qui vient en consultation et qui a une lésion qui est suspect de cancer, il est déjà très anxieux, il est déjà très mal. Donc l'approche doit vraiment être méthodique et comme l'a dit le psychologue, on doit vraiment le manager sur le plan psychologique. Alors, le patient pour lequel nous avons eu son diagnostic, nous devons lui annoncer son diagnostic. Ça, c'est encore une autre étape très difficile. L'annonce d'une maladie qui est grave, avec un traitement qui va être lourd et contraignant. Donc, il faut avoir beaucoup de tact, beaucoup de manières et vraiment beaucoup d'empathie pour discuter avec ce patient. L'amener à comprendre que le traitement est vraiment important pour lui. Parce que pour plusieurs pathologies, on peut obtenir une guérison. Pour d'autres, on aura des rémissions partielles qui vont leur permettre de vivre avec leur maladie. Être malade d'un cancer, c'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi. On peut vivre avec son cancer même des années et même mourir d'autres choses. Il y a la thérapeutique du cancer a beaucoup évolué de nos jours. On a de très bons médicaments sur le marché pour traiter les différents types de cancer. Et donc, on peut avoir une bonne qualité de vie et même vivre avec son cancer sans être guéri dans des conditions acceptables, correctes. Est-ce qu'on peut éviter le cancer, Dr Mbila? Bon, dit qu'on peut éviter le cancer, ça, on ne peut pas le dire à 100%, mais on peut prendre des dispositions pour ne pas l'avoir. En médecine, il y a ce qu'on appelle les facteurs de risque modifiables, les facteurs de risque non modifiables. Les facteurs de risque non modifiables sont des facteurs de risque qui ne dépendent pas de nous. Par exemple, lorsque vous avez un parent qui a eu un cancer, cela signifie qu'il y a le gène du cancer dans la famille.
Et plus tard, vous êtes susceptible d'avoir un cancer. Ça, vous ne pouvez rien contre ça. C'est ce qu'on appelle les facteurs de risque non modifiables. Autre chose, comme facteur de risque non modifiable, on a les règles précoces chez les jeunes filles et la ménopause tardive chez la femme. Ceci s'expliquerait par le fait que les oestrogènes et la progestérone, qui sont des hormones féminines, sont en perpétuel travail. Et cela prédispose la femme à un cancer. Ça, elle ne peut rien contre ça. Alors, nous avons des facteurs de risque modifiables, c'est-à-dire des facteurs de risque qui dépendent de nous, comme par exemple le tabac, éviter de fumer, éviter de consommer de l'alcool de manière abusive, éviter de consommer des aliments gras et éviter de consommer trop salé, trop sucré. Éviter aussi la viande rouge, mais privilégier plutôt la viande blanche comme le poisson, comme le poulet, autant pour moi, et manger beaucoup de poissons, manger beaucoup de fruits, manger beaucoup de légumes. Ça nous permet d'éviter, entre guillemets, le cancer. Il y a bien d'autres facteurs, docteur Gwanju, vous avez évoqué lorsqu'on discutait en off tout à l'heure. Effectivement, je vais rajouter quelques facteurs de risque à ceux que vient de citer mon collègue, les facteurs de risque environnementaux. Alors, on va citer les hydrocarbures et dérivés, les dérivés organophosphorés, qui sont décrits dans la littérature comme étant facteurs de risque pour développer les cancers, notamment les cancers hématologiques. Les facteurs infectieux, notamment les virus, VIH, hépatite B, hépatite C, HLM virus, EBV, qui est susceptible de donner le lymphome de Burkitt. Donc voilà quelques facteurs et de plus en plus quand même dans la littérature, le stress y revient. Le stress peut causer un cancer. De plus en plus c'est cité dans les études qu'on publie ces derniers temps, le stress comme facteur de risque du cancer. Alors, nous vivons tous les jours avec le stress, docteur Gadjifna. On devrait davantage l'éviter. C'est un médecin qui le dit, c'est vrai que je l'apprends pour la première fois et puis j'en prends acte. Alors, nous parlons justement de la chimiothérapie, le niveau de puissance de cette chimiothérapie qui permet aujourd'hui aux patients victimes du cancer qui, à la fin de ces séances de chimiothérapie, on peut comprendre que le patient peut retrouver la guérison. Mais jusque-là, on n'arrive pas à comprendre justement pourquoi il n'y a pas de solution fiable. Et étant donné que pour ce cas qui nous a été présenté dans le reportage ce soir, après notamment ces séances de chimiothérapie, il n'y a pas eu évolution et la famille continue de se poser des questions sur le rôle même de la chimiothérapie, justement. Vous avez dit qu'il n'y a pas eu d'évolution, mais mon collègue avait donné des chiffres. Il y a la perception qui dit qu'il n'y a pas eu d'évolution, mais on a eu des chiffres. Nous sommes quittés d'une circonférence de 80 cm à 50 cm. C'est-à-dire qu'on a presque baissé de moitié. Donc on a quand même eu un effet. Oui, ça c'est pour le cas de la petite Indira qu'il semble maîtriser. Et Merveille, c'est un autre problème. Dans ce cas, il faut aussi qu'on regarde l'observance du traitement. Est-ce que les séances étaient faites les jours qu'on devait faire? Et est-ce qu'il y a le traitement adjuvant qui est aussi suivi? Parce que ce n'est pas seulement faire les chimiothérapies, il y a d'autres choses à faire. Il y a l'alimentation qu'on doit suivre, il y a d'autres mesures, il y a l'hygiène. Et il y a aussi ce côté stress. Le stress, en même temps, étant un facteur de risque des cancers et aussi facteur de risque des infections. Et l'hématologue a dit plutôt qu'il y a des malades qui vivent avec des cancers et qui meurent d'autres choses. Donc quelqu'un peut marcher avec une tumeur qui est assez volumineuse, mais la personne meurt d'une infection. Vous voulez dire quelque chose?
Bon, peut-être un médecin de circonstance, mais le sociologue voudrait s'interroger un peu. Est-ce que la piste de la fiabilité, la crédibilité du diagnostic initial n'est pas aussi à explorer? Je ne remets pas en cause la technicité, mais je crois visiblement. Et puis l'autre deuxième question, peut-être interrogation naïve du sociologue aussi, c'est que est-ce qu'il n'y a pas un écrémage ou bien un échelonnement des plateaux techniques? Est-ce que c'est suivi au niveau des structures vraiment spécialisées? Parce qu'on distingue quand même dans la profession, je crois que la collègue le dira, il y a quand même une certaine gradation. Il y a peut-être des spécialistes sur ces questions précises, parce que visiblement, vous ne pouvez pas faire face à une masse aussi importante et qu'il n'y ait pas peut-être un transfèrement vers des structures ou bien vers des collègues, peut-être pas, je ne dirais pas plus chevronnés ou bien plus aguerris. Il y a quand même ces deux questions fondamentales qu'il faudrait poser, peut-être pas évoquer celle de la sorcellerie, nous sommes quand même en Afrique aussi. Oui, Dr Ngwanjo a semblé le reconnaître tout à l'heure en parlant notamment des mesures de prise en charge qui ne sont véritablement pas appropriées pour certains cancers. Alors justement, je m'interroge aussi pour le cas de cette jeune fille qui a une tumeur qui déforme complètement la face. Malheureusement, son médecin ne fait pas partie de ce panel pour qu'on puisse comprendre. Est-ce qu'une biopsie a été faite et quel était le diagnostic histologique? Est-ce que le traitement qui a été donné était le traitement adapté? Est-ce qu'il y a eu une compliance thérapeutique? Auquel cas, si la petite fille était en échec par rapport ou bien en progression thérapeutique par rapport à la ligne thérapeutique qu'il avait choisie, il aurait pu peut-être proposer une deuxième ligne thérapeutique ou bien référer la patiente dans une autre structure où on est plus outillé pour prendre en charge ce type de patient. Alors, il faut dire qu'en ce qui concerne la chimiothérapie, nous avons ce que nous appelons les lignes thérapeutiques. Alors, le médecin peut vous proposer une première ligne thérapeutique, c'est-à-dire le traitement qui est recommandé en première intention. Vous le faites. Parfois, vous pouvez ne pas répondre à ce traitement. Vous passez à la deuxième ligne et souvent, on a la très bonne surprise de voir qu'on a un bon nombre de patients qui répondent à la deuxième ligne thérapeutique ou même à la troisième ligne thérapeutique. Donc, je pense que là, il est question de bien étiqueter la tumeur sur le plan histologique et éventuellement de changer de ligne thérapeutique pour donner les médicaments les mieux adaptés. Est-ce que tous les médecins le font souvent? Parce qu'on a l'impression, c'est vrai que je peux me tromper, mais à partir des cas et des témoignages que nous avons suivis, on a l'impression que c'est une seule ligne qui est restée jusqu'ici. Alors, difficile à analyser cela, difficile à analyser parce que, en principe, prendre en charge tout seul un cancer, c'est pas facile. Ouais. C'est déjà pas facile pour le médecin parce que le médecin a besoin aussi d'être aidé sur le plan psychologique. Voilà. Oui, je préfère poser la question à Dr Mbela qui suit un des cas. Est-ce que vous avez changé de ligne prise en charge ou vous êtes resté sur une seule? Parce qu'à partir de ce qu'on voit, on peut dire que c'est une seule ligne de prise en charge qui est restée. Non, pour la petite Djoke Indira, nous avons utilisé 2 lignes de traitement. Nous avons fait une première ligne, 3 cycles. On a constaté que nous étions en stabilisation, c'est-à-dire que la tumeur n'avait même pas bougé d'un seul doigt. Alors, nous avons décidé de passer à la deuxième ligne qui a apporté un changement. Et c'est après cette deuxième ligne-là, et avec ce changement-là, qu'on a donc décidé de passer à la chirurgie. Donc, pour la petite Indira, nous avons utilisé 2 lignes de traitement. La chirurgie, c'est pour quand? Bon, la date n'est pas encore fixée par le chirurgien. D'accord. Alors, Dr Ngadjifta, c'est vrai que nous allons faire un tour de table pour comprendre un peu qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution à ces différents cas et bien d'autres cas qui n'ont pas été révélés sur ce plateau. Il y a un problème, c'est le nerf de la guerre. Oui, je crois que tout se résume à cela, puisque quand vous regardez, je crois que les témoignages des parents sont assez éloquents. C'est-à-dire que
le coût, le traitement est assez cher. Et quand vous voyez le niveau de vie ou bien la bourse de la population, faire face, comme le médecin le disait, à un traitement de l'ordre de 2 millions, je crois qu'il y a des familles qui tournent autour de 15 années sans avoir un chiffre d'affaires d'1 million. Donc vous voyez bien que c'est le nerf de la guerre. J'allais dire que peut-être c'est aussi le nerf de la seringue ou bien, c'est pas quoi, du bistouri, ainsi de suite également qu'il faudrait prendre en compte. Donc le problème fondamental, c'est la capacité financière des populations à faire face aux soins médicaux ou au moins la faiblesse aussi de notre système sanitaire, là on ne le dira jamais assez, de développer les moyens alternatifs ou bien une mutualisation de notre tissu de santé. Et peut-être la troisième piste à explorer, c'est évidemment l'élan de générosité qui peut permettre de soutenir ces familles pour faire face à ce genre de coûts. Et la dernière, peut-être c'est la première par laquelle il fallait commencer, c'est d'abord psychologique, c'est dire que tant qu'il y a vie, il y a espoir et il n'y a pas de maladie qui soit plus grave que d'autres. Donc tout le monde est sujet à la maladie comme tout le monde est sujet à la guérison. Donc je crois que l'accompagnement, c'est d'abord le premier remède. Oui, docteur Bati, on devrait comprendre, parce que puisque nous parlons de la chimiothérapie, qui est d'ailleurs, qui fait partie des éléments de prise en charge du cancer, est-ce qu'on va dire, après avoir fait le tour, et avec notamment les cas que nous avons suivis, non seulement les témoignages sur ce plateau et le reportage, est-ce qu'on va dire que la chimiothérapie est la solution définitive au cancer, même si on a évoqué quelques raisons sur ce plateau? Même en cas de guérison, on ne dira pas toujours que c'est définitif, parce qu'après guérison, il y a toujours des suivis. Donc on ne dira pas de guérison complète. Il y a des suivis après. On vous donnera des rendez-vous de venir 1 an après, 2 ans après, pour en quelque sorte confirmer si ça a marché ou pas. Et comme tout autre médicament et tous les organismes, on ne répond pas à tout médicament. Donc la conclusion est toujours floue. Il n'y a pas, ce n'est pas, on ne dira pas que c'est définitif. La conclusion est floue. Vous l'avez dit. On devrait retenir ça. C'est définitif pour certains et pas pour d'autres. Donc on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il faut pour que ce soit définitif pour tout le monde quand même, puisque ça rentre dans le circuit de la prise en charge, la chimiothérapie? Mon collègue Dr Bella a dit que des patients répondent différemment. Donc ça, c'est un facteur qu'on ne peut pas changer. La science évolue, on devrait également évoluer dans ce sens aussi. La réponse du patient. La science évolue, les chercheurs devraient davantage trouver la solution pour que ce soit une satisfaction pour tout le monde. On continue à mener des recherches. L'hématologue a parlé d'immunothérapie, qui est une nouvelle technique, qui est plus prometteuse. Parce que là, c'est spécifique et c'est ciblé aux patients. Donc là, ce n'est plus une molécule pour tous les patients, mais c'est une molécule pour un patient. Là, c'est plus prometteur. Dans tous les cas, le risque zéro ne va pas exister, cher Dongo. Oui, donc ça c'est vrai. Peut-être des efforts peuvent être fournis pour peut-être réduire à sa propre portion congrue la réaction peut-être suscitée par le médecin tout à l'heure, mais dire que éradiquer totalement ne semble pas être possible. En tous les cas, on aura toujours des situations de cancer. Peut-être, comme le médecin l'a dit, la nouvelle approche peut peut-être apporter des résultats plus probants. Donc, espérons seulement qu'elle soit affinée et que cela soit appliqué aux patients. Mais davantage, je crois qu'il faut l'échelonnement des plateaux techniques. Je ne pense pas de manière naïve que la masse que nous avons vue peut se soigner au niveau d'un centre de santé peut-être primaire, ou bien ainsi de suite et autres. Je crois qu'il y a quand même cette question à voir. Et l'honnêteté, j'allais dire peut-être pas intellectuelle, mais médicale aussi, de passer la main à des aînés et peut-être à d'autres qui ont plus d'expérience pour référer les patients
là où ils peuvent trouver véritablement la guérison et éviter des situations routinières où on entretient le patient dans une espérance de vie quotidienne et autres. Donc je crois que la décision peut être dure, elle peut être difficile à soutenir, mais quelquefois il faut assumer, dire la vérité pour dire que bon, ce cas dépasse peut-être le cap de notre district de santé et peut-être que la Kintini peut être mieux, l'hôpital général peut être mieux et peut-être envisager peut-être même une évacuation. Je crois qu'il y a quand même cette vérité qu'il faut se dire quelquefois. Alors, docteur Mbela, on comprend finalement que la chimiothérapie a des résultats variés, des résultats différents selon les patients. Oui, c'est ce qu'il faut comprendre. Et moi, je dirais que la meilleure solution pour pallier à tous ces genres de problèmes, c'est de faire ce qu'on appelle la prévention primaire, qui passe par des dépistages, des campagnes de sensibilisation. Par exemple, à l'hôpital du district de Bonassama, on a ce qu'on appelle le breast clinic. C'est une séance de sensibilisation qui appelle toutes les femmes à venir se faire dépister du cancer du sein. C'est-à-dire quoi, que toute femme, même si elle ne se sent pas malade, qu'elle vienne à l'hôpital, on va examiner ses seins, on va faire ce qu'on appelle la palpation mammaire, et ensuite on va lui faire un examen qu'on appelle la mammographie ou alors une échographie mammaire. Cela peut nous permettre de découvrir la maladie à temps et de pouvoir adopter une prise en charge plus adéquate et plus efficiente. Donc voilà ce qu'il faudrait faire, sur le point sur lequel il faudrait plus mettre l'accent, la prévention primaire. La prévention primaire. Alors, Dr Ngwanjo, nous allons sortir de cette phase dans un instant, le temps de comprendre également, en un mot, et comprendre un peu qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour ces enfants, puisque la souffrance est permanente et après des séances de chimiothérapie, pas de changement véritable selon bien sûr les parents et selon ce que nous observons sur ces enfants. Alors, je voudrais, si vous le permettez, commencer par un message de sensibilisation. Parce que ces images-là sont très dures. Sensibiliser l'opinion publique pour qu'on puisse consulter assez tôt. Qu'on puisse aller à l'hôpital lorsqu'on a un signe ou un symptôme suspect. Plus tôt on vient à l'hôpital, mieux ça vaut et moins on dépense. Alors pour ces enfants, je souhaiterais vraiment qu'on puisse mieux étiqueter la tumeur de la jeune fille qui est énorme au niveau de la face, et vraiment que dans un CDT, comité de décision thérapeutique, on puisse choisir le protocole le mieux adapté. Et puis c'est déjà une urgence parce que la petite, elle est toute amaigrie et la tumeur obstructive, là déjà très compressive, elle a déjà même du mal à respirer, c'est une extrême urgence. Donc si vraiment il y a des âmes sensibles, il faudrait qu'on puisse faire quelque chose parce que à la regarder, vraiment, elle va très mal. Alors pour la deuxième qui a une tumeur musculaire au niveau du bras, elle est entre l'équipe des spécialistes. Docteur Dinabel qui prend en charge, elle est médecin oncologue connue dans la ville. Je suppose qu'elle a déjà pu en discuter dans un comité de décision thérapeutique. Je suppose voilà, qu'elle a discuté avec le chirurgien, que c'est peut-être la décision est celle voilà, de faire une chirurgie. Bon, laquelle des chirurgies, bon, on ne sait pas. Alors, et encore un mot envers la population, dire que la chimiothérapie n'est pas une fin en soi. La chimiothérapie, c'est la solution aux problèmes que nous présentons. Comme l'a dit le psychologue, si le traitement est aussi lourd, aussi cher, il est adapté à une maladie qui est grave. Maladie grave pour laquelle de plus en plus au Cameroun, on a des spécialistes
pointu. Le plateau technique s'est beaucoup amélioré. L'image qu'on avait de la chimiothérapie les années antérieures ont changé. Les effets indésirables des médicaments sont de plus en plus connus et les mesures sont prises en amont. C'est-à-dire, on ne voit plus dans un service d'oncologie les malades qui vomissent énormément ou bien qui font de la diarrhée. On sait aujourd'hui anticiper sur les effets indésirables pour que la qualité de vie des patients qui subissent la chimiothérapie soit meilleure. Parce que le tout, c'est de vivre avec sa maladie, mais d'avoir une qualité de vie acceptable. D'accord. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Dr Ngadjifna, il reste que la solidarité agissante, ou tout le moins ceux qui ont généralement la main sur le cœur, essayent d'accompagner ces différents cas pour comprendre qu'il faut la solution à ces problèmes, comme généralement ils ont l'habitude de le faire. Je crois que la panacée, c'est cette solidarité, essayer de se serrer le coude autour de cette famille et en se disant et ayant toujours à l'esprit que ce cas peut arriver toujours dans la famille et que ça peut, comme je le disais, soit par identification, assez qu'on peut se dire que ça pouvait être notre enfant, puisque cet enfant, cette maman n'a rien fait de particulier pour mériter d'avoir un tel enfant. Donc, dans l'un ou l'autre cas, je crois que la philanthropie, la charité, la générosité doit être évidente. Voilà. Merveille et Indira sont les deux cas présentés ce soir, même s'il y a d'autres cas qui sont dans des familles de façon cachée. Il y a également qu'il faut avoir du courage et pouvoir démontrer qu'il y a toujours des situations dans ces différentes familles. Je vous dis merci d'être venu et vous restez avec nous parce que nous allons passer à autre chose. Le premier cas social de ce soir également, à la suite notamment des cas qui ont été présentés. Il s'agit de Morel, la fillette de 14 ans qui souffre de l'insuffisance rénale depuis plusieurs années déjà. Donc elle n'est pas seule dans cette situation. Ce sont plusieurs enfants qui sont passés sur ce plateau et qui souffrent donc de l'insuffisance rénale et ça fait véritablement problème. On constate que ce sont plus les jeunes qui sont victimes, qui sont ciblés par cette pathologie. C'est un reportage que je vous invite à suivre et juste après, nous allons vous proposer les comptes de ces différents cas qui sont déjà en voie donc d'être solutionnés, puisque c'est à la suite notamment de ce qui est fait sur ce plateau avec le concours de tous ceux qui regardent le programme et qui agissent très souvent en proposant des présents et en proposant également comme solution aussi. Il y a des médecins qui prennent souvent l'engagement sur ce plateau de l'accompagner à travers d'abord des séries d'examens qui sont proposés, ensuite une prise en charge prolongée. Je crois qu'évidemment qu'il y a cet aspect de la solidarité mécanique caractéristique des sociétés africaines qui agit et je crois que l'autre pan essentiel, parce que tout ne se gère pas seulement au niveau financier, vous avez vu en faisant l'inventaire de certains cas qui sont passés, c'est des spécialistes qui étaient sur le plateau, qui ont mis de côté les honoraires qu'il aurait pu peut-être demander pour soutenir juridiquement ou alors des médecins qui ont mis les honoraires de côté pour accepter aller à l'opération chirurgicale sans en demander. Donc je crois qu'il y a le côté peut-être pécuniaire, c'est-à-dire relativement au cordon de la bourse, mais il y a également la compétence qui est quelquefois mise de manière gratuite, mais il faudrait aussi se dire qu'il y a le sens du discernement, le sens du tact, le sens de l'angle du reportage de ces chevronnés journalistes qui détectent quand même les mots, parce que en prenant sur la base des 5 dernières années, il est évident de savoir que c'est des cas vraiment avérés qui suscitent la sympathie, qui suscitent la générosité, qui sont aussi posés. Donc je crois qu'il y a quand même un mérite sur les techniques de rédaction, sur les techniques de détection des cas qu'il faut aussi souligner. Très bien. Alors, c'est donc un reportage que je vous invite à suivre et nous aurons également autre chose à vous proposer, les différents cas sociaux ce soir pour cette émission. Et comme vous le savez, ce sont donc des différents cas que nous vous présentons très souvent et des cas qui trouvent parfois des solutions immédiates et quelquefois des solutions un peu rallongées parce que ça dépend des moyens qui accompagnent justement cette prise en charge. Naturellement, le constat est évident sur la base de ce que ce ne sont pas les mêmes pathologies qui sont posées. Je crois que vous faites une incursion dans l'univers des pathologies qui sont assez éparses, qui sont assez diverses, qui sont assez variées et qui sont peut-être multiples ou bien plurielles. Donc on ne pourrait pas s'attendre à une riposte unique
singulière ou bien univoque. Donc je crois qu'il y a quand même cette dimension qu'il faut prendre. Et puis vous avez eu, je crois, d'autres, je parle sous le contrôle du médecin, qui disait que quand la pathologie est détectée un peu plus tôt, il y a de risques que le coût soit moins et que la durée du traitement soit également moins. Donc je crois qu'il y a cette dimension, j'allais dire, que l'émission Regard Social fait, qui est à la fois pédagogique, qui est à la fois didactique, et j'allais même dire qui est à la fois docimologique, puisque la finalité du message est effectivement passée. Donc je crois qu'il y a cette triptyque-là qu'il faut prendre effectivement en compte, et je crois que le message est passé par la leçon magistrale donnée par le docteur Guanjo qui est sur le plateau, de dire que c'est d'abord véritablement un problème d'abord de sensibilisation. In fine, c'est d'abord par là qu'il faut commencer, et puis un problème d'accompagnement, parce que vous n'allez pas rejeter soit votre fils, soit votre soeur, ou bien quoi, parce qu'elle développe une certaine pathologie, ainsi de suite et autres. Il faut se mettre dans l'approche de ce que tout peut arriver à tout le monde à un moment. Vous n'avez pas certainement vu un tour olympique où chacun part chercher une maladie. Non, je crois que tout le monde a une aversion vers et contre la maladie. Donc il faut se mettre dans une situation d'assimilation pour se dire que la personne qui souffre aurait pu être moi. Et dans une approche prospective pour dire que bon, ça peut être une de mes progénitures qui peut se trouver dans cette situation-là également. Donc dans l'un ou l'autre cas, je crois qu'il y a nécessité impérieuse, j'allais même dire impérative, de se ceindre les coudes pour vous éviter de voir des formations aussi graves, de savoir que ça pouvait être votre enfant. Quel est le regard qu'on poserait sur vous? Comment vous allez vous comporter en société et autres? Je crois qu'il y a un impératif catégorique à ce que chacun mette peut-être la main à la pâte, j'allais dire à la poche. Très bien. Alors, c'est vrai que c'est une question de l'un des caméramans qui revient, qui insiste sur les effets secondaires tels qu'on a évoqués tout à l'heure. C'est vrai qu'il faut préparer le patient qui souffre du cancer à la chimiothérapie. On sait qu'il va avoir, quelqu'un l'a évoqué dans le reportage, des cheveux qui sautent, des effets également au niveau de la peau. Est-ce qu'on peut éviter tout cela, ces effets secondaires? Alors, les médicaments de la chimiothérapie ont des effets indésirables qui sont connus, qui sont bien décrits dans la littérature. Et aujourd'hui, on dispose des médicaments efficaces pour prendre en charge ces effets indésirables. Alors, dans notre contexte au Cameroun, la chute des cheveux, c'est pratiquement inévitable si on utilise la molécule qui a pour effet indésirable l'alopécie, qui fait chuter les cheveux. Ailleurs, on a la possibilité de vous mettre des casques pour protéger, des casques adaptés pour protéger les cheveux de la chute. Alors, en ce qui concerne nausées et vomissements, on dispose des médicaments très efficaces en ce moment pour anticiper sur ces effets indésirables, de telle sorte que le patient puisse vivre sa chimiothérapie sans trop de soucis. Également pour les troubles digestifs, pareil. Pour la coloration voilà, un peu sombre de la peau, c'est presque inévitable pour certains médicaments. Mais lorsqu'on arrête ces médicaments de la chimiothérapie, vous retrouvez votre teint correct. Le tout, c'est comme le dit le psychologue, il faut préparer le malade à tous ces changements. Il faut le préparer, il faut l'accompagner pendant la chimiothérapie. Et lorsque le malade est psychologiquement bien, en général, il vit mieux sa chimiothérapie. Et même, c'est plus facile pour le médecin de l'accompagner dans ses soins. Et il y a une question de l'alimentation également qui a été évoquée. La question vient parce que c'est un collègue qui a également un cas du genre, mais qui veut comprendre un peu, tel que vous avez expliqué, parlant de ces effets indésirables et en même temps au niveau de la nutrition même de ces patients. En général, en fonction des effets indésirables de la chimio, le médecin va vous conseiller un régime adapté.
mais également en fonction du stade évolutif de votre maladie. Quand vous avez une maladie, par exemple, assez évoluée, avec déjà un taux d'acide urique très élevé dans le sang, le médecin va bien évidemment vous interdire tout ce qui est viande rouge, tout ce qui est susceptible de faire augmenter encore l'acide urique. Bien également, l'alcool n'est pas souvent conseillé lors de la chimiothérapie. Et le médecin va également vous conseiller des habitudes qui sont liées à ces effets indésirables. Je vais prendre l'exemple de l'aplasie. Lorsque vous faites votre chimiothérapie, au maximum de l'activité des médicaments de chimiothérapie, il est possible que vous ayez une défense de l'organisme qui soit basse, que vous perdez des globules blancs et donc que votre corps ne soit plus capable de lutter efficacement contre les infections. Le médecin peut être amené à vous interdire par exemple les crudités parce que source d'infection, les gâteaux avec les crèmes parce que susceptibles de vous donner des infections, d'interdire des contacts avec des animaux ou bien des enfants ou bien des... Voilà, parce que ça augmente le risque infectieux. Donc, il y a des comportements qui sont liés, comportements environnementaux, mais également des comportements du point de vue aliment. Alors aujourd'hui, il n'est pas facile de trouver quand même des gens qui respectent tout ça. Parce que on a quand même des malades qui font des efforts, qui font des efforts quand même de vivre dans des conditions très propres lorsqu'on fait la chimio. Donc en règle générale, il faut être très propre, comme l'a dit mon collègue, il faut éviter de manger trop de viande rouge, il faut éviter le sucre, les graisses, et il faut éviter tout ce qui est susceptible de vous apporter des microbes supplémentaires. Alors, celui qui n'a pas de moyens vous dira que c'est parce qu'il a des moyens qu'il peut éviter, mais sans moyens, on peut manger, peut tout manger. Quand vous évaluez le niveau de vie ou le panier de la ménagère, combien de couples ou bien combien de foyers peuvent se donner la possibilité d'acheter 1 kilo de viande, même s'il est totalement rouge. Et je crois que le problème fondamental, c'est d'abord au niveau de la thérapie, c'est-à-dire les moyens pour avoir les médicaments. Mais tout ce qui tourne autour du respect de l'hygiène qui va avec la maladie, ainsi de suite et autres, vous n'allez pas trouver un parent qui souffre pour avoir peut-être ces 100 000 francs pour faire une séance de chimiothérapie et qu'on lui dise qu'il ne faut pas manger de viande rouge, qu'il ne faut pas manger telle matière grasse et qu'il passe outre, je ne pense pas. Donc il y a d'abord la difficulté avec laquelle est acquis ces moyens pour pallier au traitement qui fait qu'on ne peut pas a priori douter de ce que les familles, les accompagnateurs, ceux qui sont au chevet des patients ne font pas suivre une certaine méthode, une certaine conduite ou alors les exigences qui sont liées au traitement. Le problème de fond, me semble-t-il, se retrouve toujours au niveau du nerf de la guerre. Le nerf de la guerre. Dr Ngwadjo, vous avez... Oui, je voudrais juste ajouter une information comme quoi lorsqu'on parle de 2 millions dans la prise en charge de lymphome, ce ne sont pas les 2 millions que vous donnez aux médecins ou bien que vous déposez dans les caisses de l'hôpital. C'est 2 millions incluant tous les éléments du bilan et ça sur une période de 8 mois. Voilà. Et même jusque-là, je sais que ça reste toujours élevé. Nous pouvons le partager, mais ouais. Ça veut dire que les 2 millions constituent une sorte d'épargne. Mais peut-être un simple calcul, je peux me tromper en mathématiques, mais ça veut dire que c'est en moyenne sur 2 ans et demi, quelqu'un qui touche 300 000 francs. Combien de Camerounais au niveau de solde d'Indice peuvent avoir cela? Donc je crois que fondamentalement, il faudrait qu'on se dise quand même que la cotation financière pour la prise en charge des cas de cancer reste encore élevée et qu'il faille peut-être qu'on développe les mécanismes alternatifs pour essayer par une mutualisation sanitaire et ainsi de suite de voir comment résorber le problème. Ce n'est pas à la subvention par exemple. Je crois que dans des pays qui se respectent ou bien qui ont une certaine politique de prévoyance sanitaire, je crois que ça ne saurait peut-être, ça n'aurait pas fait un problème. Merci. Merci donc. Sur ce plateau, nous recevons Irène. Irène, bonsoir. Bonsoir Flavien. Et bienvenue. Vous avez des bonnes nouvelles pour nous, c'est vrai, c'est en rapport avec les différents cas sociaux déjà enregistrés dans le cadre de cette émission Regard Social. Tout à fait.
Et il faut déjà noter que pour le cas de la petite Indira qui est passée sur le plateau ce soir, les différentes contributions qu'on avait enregistrées pour la petite Indira étaient d'un montant de 2 104 391 000 francs. Et ce soir, nous parlions du thème de la chimiothérapie avec les différentes limites et tout. Le traitement actuellement se trouve déjà à un montant de 1 720 000 francs CFA. Et comme vous le constatez si bien, Indira n'est pas encore guérie, c'est pas encore ça. Et actuellement, dans nos caisses, nous avons un reliquat de 384 391 francs CFA. Ce qui signifie, chers bienfaiteurs, que c'est le moment de continuer à soutenir la petite Indira pour qu'elle puisse retrouver le sourire. Et nous avons également les différentes contributions par rapport au cas de nos différents enfants atteints d'insuffisance rénale. Nous allons lire la suite des différentes contributions, en commençant par le cas de la petite Aubaine, âgée de 7 ans. Les dames d'Activa, 30 000 francs. Les femmes actives de Douala, 37 500. Association Aide et Solidarité, 20 000 francs. Une donatrice de Bonamou Sadi, bloc 4, 10 000 francs. Une chrétienne, 1 000 francs. Patingwa, 30 000. La Grâce Divine, 500. Wambe Christiane, 4 000. Famine Koué, 4 000. Aimé, 50 000. Mariette, 10 000 francs. Bienfaitrice, 1 000 francs. Madame Mouvala Christiane, 20 000. Association Espoir des Jeunes de Bassa, 25 000. Le Tout Alain Simplice, 20 000. Madame Alima, 4 000. Famille Mini Abouya, 4 000. Lydienne Gombengangue, 20 000. Une chrétienne de la paroisse Mont Caramel, 1 000 francs. Enfant Pomounier, 10 000. Bienfaiteur, 500. Anonyme, 5 000 francs. Un chrétien de Vormeka, 20 000 francs. Nkouania épouse Bouffette Juliette, 1 000 francs. Goat, 3 000. Le solitaire, 1 500. Bienfaiteur, 2 500. Groupe Ben Sikin Basso de Bonté, 1 000 francs. Une bienfaitrice, 500. Bienfaitrice de Loum, 10 000. Personne anonyme, 5 000. Nathalie, 1 500. Monsieur Kitcho, 3 000. Une famille à Lorbesso, 5 000. Famille Koué à Lorpom, 4 000. Bienfaiteur, 1 000 francs. Anonyme, 15 000. Niada Karine Blanche, 3 000. Grand Z, 1 000 francs. Saya, 5 000. Monsieur Tonle, 2 500. Goufo de Limbe, 10 000. Koulou Brice, 2 500. Alexandre Foucault, 5 000. Thierry Lonsi de Koto, 15 000. Angéline Montaigne-Jenna, 23 000. Feu Joyomene Gildas, 2 000. Fogiem Kouagne Divine Chanel de Yaoundé, 2 000. Une étudiante, 1 500. Moyoum, 5 000. Njoko, 5 000. Ngankam, 5 000. Une âme de bonne volonté de la cité des Palmiers, 1 500. Choutan Sidonie, 3 000. Tatambadan, 500. Un serviteur de Dieu, 10 000. Madame Pondé de Tchan, 5 000. Simon SN de Cambé, 10 000. Nadine de Bétaré Oya, 2 000. Ncho Diran, 10 000. Madame Kéné de Limbe, 10 000. Lydienne Agage les Gonesse en France, 20 000 francs. Donateur de Niala Colbon, 1 000 francs. Camille Gisèle, 2 000. Madame Manga de Boya, 10 000. Mazigui Marie-Noël, 2 500. Une famille à Bétois, 2 000. Favo Karen Amarois, 5 000. Donateur de Niala de Colbon, 2 000 francs. Ce qui nous donne pour le cas de la petite Aubaine un montant de 823 000 francs CFA. Ce qui n'est pas terminé, de toute façon. Tout à fait. Ce qui n'est pas terminé. Nous avons la suite des contributions de Aubaine. Je tiens à rappeler que nous avons 3 petits-enfants, c'est-à-dire Aubaine, 7 ans, Princesse, 10 ans et Morel, 14 ans. Maintenant, nous allons aller sur les contributions de la petite princesse. Famille Moukam 2000, une famille bienfaitrice Sacré-Vie 25 000, bienfaitrice de la Cité des Palmiers 1500, bienfaiteur quartier Niala 5 000, Léopold Simo 2000, une famille bienfaitrice 20 000, Korotumba Paul Bienvenu 10 000, une orpheline de PK 14 500, famille Alexandre Foucault de Yaoundé 5 000, bienfaiteur d'Aqua 25 000, Alexis Tambo 1000 francs, les diacres de la rue 20 000, Amical Collège du Levant, promotion 98, par le biais de son président Djouké Fabrice 30 000, Maman Jeannette 1000 francs, Liliane Tao de Bafoussam 3 000, Ngolikou Anastasie 3 000,
Famille Alexandre Fokou de Yaoundé, 5 000. Anne Cornelia Tchefon Mathieza, 3 000. Bienfaiteur, 15 000. Pierre Yanfan, 5 000. Yogo Blondine de Carrière Village, 10 000. Bienfaitrice du Tchad, 3 000. Famille Chunka, 5 000. Une famille bienfaitrice, 2 000. Famille Bangou de Ngodi Bakoko, 1 500. Dombou, 2 000. Gama Kampugwe, 2 000. Tedongchi Adeline, 1 500. La régie me permet de continuer. La famille Moukamukam, 2 000. Famille Kameni, 5 000. Famille Fonkou Pauline, 10 000. Madame Noya, 1 500. Une famille bienfaitrice Akribi, 25 000. Famille Temgwa, 10 000. Famille RTT de Lorpom, 2 000. Anonyme, 10 000. Un chrétien de Vomeka, 20 000. Goat, 3 000. Anonyme, 10 000. Kouania épouse Noufette Juliette, 1000 francs. Bienfaiteur, 2500. Le solitaire, 1500. Famille Bema, 25 000. Bienfaitrice de l'homme, 10 000. Nathalie, 1500. Monsieur Kicho, 3 000. Une famille à Lorbesso, 5 000. Famille Koué à Lorpom, 3 000. Bienfaiteur, 1000 francs. Niada Karine Blanche, 3 000. Choutan Sidonie, 10 000. Grand Z, 1000 francs. Grand Z, 1000 francs. Inconnu, 2 000. Ibrahim Idoussou, 3 000. Franck Tembe, 10 000. Goufo de Limbe, 10 000. Alexandre Foko, 5 000. Fogem Kouagne Divine Chanel de Yaoundé, 2 000. Une étudiante, 1 500. Mohoum, 5 000. Ngonouma Moussi, 2 000 francs. Njoko, 5 000 francs. Ngakam, 5 000 francs. Ngolikoum Anastasie, 5 000. NGSP, 10 000. Enge, 5 000. Ménizan, 7 000. Madame Koulou, 5 000. Famille Dengue, 5 000. Patingwa, 30 000. Une chrétienne, 2 000. Association Aide et Solidarité, 10 000. Les Dames d'Activa, 30 000. La Grâce Divine, 5 000. Le Tout Alain Simplice, 20 000. Madame Alima, 4 000. Famille Meni Aboya, 4 000. Lydienne Gombengangue, 20 000. Groupe caritatif Les 13e Apôtres, 25 000. Une chrétienne de la paroisse Mont Caramel, 1000 francs. Enfant Pourmounieux, 20 000 francs. Bienfaiteur, 500. Une âme de bonne volonté de la cité de Palmier, 1500. Famille Tchafak Séverin Eric, 2500. Choutan Sidonie, 3000. La famille Yao depuis Boya, Enab Street, 4600. Tatambadan, 500. Un serviteur de Dieu, 10 000. Madame Pondé de Tchang, 5 000. Simon SN de Kambé, 10 000. Mcho Diran, 10 000. Lydienne Agache les Gonesse en France, 20 000. Donateur de Niala Colbon, 2 000 francs. La liste est longue, il faut le Oui, la liste est très très exhaustive. Sawawa de Madagascar, 5 000 francs. La famille Temgwa, 5 000. Roméo Fouda, 2 000. Clémence Tchenche, 2 000. Immaculée Makengo, 3 000. Nelly Michel, 3 000. Idriss Hébert, 1000 francs. Gilbert Donfa, 10 000. Mohamed, 1000 francs. Alors, ça c'est pour le cas de... Là, c'est Morel. pour le cas de la petite Morel. Non, de la petite princesse, nous avons un montant de 705 600 francs pour le cas de la petite princesse. À la suite de la petite princesse, nous avons également les contributions de la petite Morel, âgée de 14 ans. Les contributions sont les suivantes. Famille Moukam, 2000 francs. Une famille bienfaitrice Akribi, 25 000. Bienfaitrice de la Cité des Palmiers, 1500. Bienfaiteur quartier Niala, 5 000. Léopold Simo, 2 000. Ancien de l'église de Nouvelle 3, 3 000. Une famille bienfaitrice, 20 000. Un bienfaiteur, 10 000. Korotumba Paul Bienvenu, 10 000. Une orpheline de PK 14, 2 000 francs. Famille Kenchi, 5 000. Famille Alexandre Fokou de Yaoundé, 5 000. Njoko Ndjoukui, 10 000. Golikoum Anastasie, 4 000. Bienfaiteur de Marois, 5 000. Bienfaiteur d'Aqua, 25 000. Doulemi Morcel Djele, 5 000. Alexis Tamro, 1000 francs. Une donatrice, 2 000. Jean-Christophe Emen Djongo, 2 000. Bienfaitrice Newton Aéroport, 10 000. Antoine Baudouin Kouete, 1000 francs. Françoise Ngiade, 3 000. Annie Nadège Takebungayap, 5 000. Liliane Tao de Bafoussam, 4 000. Maman Jeannette, 2 000.
Amical Collège du Levant, promotion 98, par le biais de son président Djouké Fabrice, 30 000. William Shore Pahem Fumba, 2 000 francs. Thiefon Mathieza, 4 000. Afangake, 2200. Bienfaiteur, 40 000. Emmanuel Tagegoum, 2500. Bienfaiteur, 2 000. Patrice Steve Gonda, 2 000. Pierre Enfant, 5 000. Séba Sèche, 1000 francs. Keneza Jean-Marie, 2 000. Yogo Blandine de Carrière Village, 10 000. Bienfaitrice du Tchad, 4 000. Famille Chunka, 5 000. Une famille bienfaitrice, 20 000. Papa Ndjoumessi, 10 000. Netniem Kamdem Dieudonné du Gabon, 10 000. Famille Bangou Dongodi Bakoko, 2 000. Dombou, 2 000. Gamankampungwe, 2 000. Les diacres de la rue, 20 000. Tedomchim Adeline, 2 000. Bonadi, 12 500. Bienfaiteur, 10 000. Ngobikim Balogok, 2 500. La famille Munkam, 2 000. Un couple de Bonapriso, 19 500. Famille Dormo à Songa Boko, 10 000. Famille Kameni de la part de petit-fils, 5 000. Famille Fonkou Pauline, 15 000. Madame Nia, 1 500. Bienfaiteur du quartier Niala, 5 000. Flaubert et Eunice, 2 500. Bienfaitrice de la cité des Palmiers, 2 000. Une famille bienfaitrice à Kribi, 25 000. La famille Temgwa, 5 000. Famille RETT de Lokpo, 1 000 francs. La famille Tanzon Jeswe, 2 000. Goat, 3 000. Un étudiant, 1 000 francs. Bienfaiteur, 2 500. Anonyme, 10 000. Un chrétien de Vormeka, 20 000. Le solitaire, 2 000. Tanzon Jeswe de Bertois, 2 000. Marlise Nyotué de Bonamoussadi, 5 000. Kouania, épouse Bouffette Juliette, 1 000 francs. Bienfaitrice, 5 000. Bienfaitrice de l'homme, 10 000. Nathalie, 2 000. Monsieur Kicho, 3 000. Une famille à Lokbessou, 5 000. Famille Koué à Lokpom, 3 000. Tricia, 25 000. Bienfaiteur, 1 000 francs. Maman Dorcas et son fils d'Alain, 10 000. Anonyme, 15 000. Notué Malice, 5 000. Niada Karine Blanche, 4 000. Monsieur et Madame Djoukwe, 5 000. Un chrétien de Douala, 500. Papa David de Douala, 5 000. Monsieur Tongle, 2 500. Ngoufo de Limbe, 10 000. Koulou Brice, 2 500. Famille Yonga Rose, 5 000. Bienfaiteur de Lorbaba, 1 000 francs. Famille Degue, 5 000. Larissa Kamge, 5 000. Alexandre Foucault, 5 000. Fogem Kouanye Divine Chanel de Yaoundé, 2 000. Une étudiante, 2 000. Morum, 5 000. Ngora Nouma Moussi, 2 000. Gankam, 5 000. Bienfaiteur, 10 000. Engwe, 5 000. Inconnu, 2 000. Patingwa, 30 000. Mireille Chapdangonga, 3 000. Dieudonné de Garoua, 5 000. Une chrétienne, 2 000. Association Aide et Solidarité, 10 000. Les Dames d'Activa, 40 000. La Grâce Divine, 500. Famille Anonyme, 20 000. Le Tout Alain Simplice, 20 000. Madame Alima, 3 000. Famille Meni Aboya, 3 000. Lydienne Gombe Gangue, 20 000. Une chrétienne de la paroisse Mont Caramel, 1 000 francs. Enfant Pomonier, 10 000. Camdem Christophe Agarois, 15 000. Bienfaiteur, 500. Une âme de bonne volonté de la cité des Palmiers, 2 000. Famille Tchafak Sévérin, 2 500. Clotaire Noubissi, 5 000. Elvis de Yaoundé, 5 000. Chouton Sidonie, 4 000. Tatan Badang, 500. Un serviteur de Dieu, 10 000. Groupe CLA 2018, résident de Douala, 19 000. Madame Pondé de Tchang, 5 000 francs. Good Samaritan from Limbe, 5 000. Simon SN de Kambé, 10 000. Nadine de Bétare Oya, 2 000. Ncho Diran, 10 000. Lydienne Agache, les Gonzesses en France, les Gonesses en France, 20 000. Famille Asson depuis la France, 19 806 francs. Donateur de Niala Colbon, 2 000. Mazigui Marie-Noël, 2 500. Favo Karen Amarois, 5 000. Une famille bienfaitrice de Bétois, 5 500. Donateur de Niala Colbon, 1 500 francs. Nous avons pour le cas de la petite Morel, âgée de 14 ans, un montant de 898 000 francs CFA.
Oui, ce sont là des contributions des enfants qui souffrent de l'insuffisance rénale. De l'insuffisance rénale. Il s'agit de Aubaine, Princesse et Morel. Oui. Tout à fait. Il faut bien préciser que nous avons 3 enfants, Aubaine, Princesse et Morel. Et nous avons également des bonnes nouvelles pour le cas du jeune petit Charles Sidi. Le cri de cœur qui a été fait sur ce plateau, nous avons eu des contributions de la part des bienfaiteurs. Je tiens déjà à rappeler que nous sommes déjà à un montant de 900 000 francs CFA. Donc nous disons déjà merci aux différents bienfaiteurs. Continuez à contribuer parce qu'il nous reste encore dans la cagnotte, il nous reste encore 2 millions de francs CFA pour que Charles Sidi puisse vraiment s'envoler pour la France. Très bien. Merci à vous, Irène, et merci également à ceux qui vont contribuer pour Merveille, qui est également passé dans le reportage ce soir, qui souffre d'un cancer également, et aussi à tous ceux qui contribuent d'habitude. Nous leur disons merci. Sans vous couper, Flavien, pendant l'émission, Merveille a déjà récolté la somme de 150 000 francs CFA. Très bien. C'est une bonne nouvelle. Et merci à vous. Merci également à tous ceux qui contribuent. Merci à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de cette autre édition de Regard Social. Eric Ouattad, Cédric Chouna, Georges Mitterrand, Dani Warenzede, le réalisateur même de cette émission. Merci à Samuel Tchoufa, le chef opérateur. Et aussi merci au grand public qui est toujours avec nous tous les jeudis soirs. Et je suis Flavien Dongo. Madame, monsieur, bonsoir.